Pourquoi faire une thèse? Je vous explique mon activité de thésarde. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. Et juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Une thèse sur quoi? Sur rien. Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, Bonjour, vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. On a tous déjà entendu cette question. Et après la thèse alors, tu penses faire quoi? Si une carrière académique apparaît évidente pour certaines personnes, d'autres envisagent une voie différente après une thèse en sciences humaines et sociales. Qu'est-ce qui se passe après la thèse? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne souhaite pas poursuivre dans la recherche académique? Quelles sont les possibilités en sciences humaines et sociales? Ce questionnement peut être déstabilisant, surtout quand on ne connaît presque que le monde académique et quand on pensait vouloir y faire carrière en démarrant la thèse. Pour aborder ces questions, nous recevons aujourd'hui Itane Lacrampe-Camus et Anaïs Troussel, jeunes docteurs en géographie diplômées de l'Université de Montpellier. Elles partagent leur parcours doctoral, ce que c'est de faire du terrain auprès de populations migrantes et le cheminement qui les a conduites en 2020 à créer NARO, leur structure de recherche en sciences humaines et sociales. Elles livrent leurs réflexions personnelles à ce sujet et le travail d'introspection que la thèse leur a permis de faire pour en arriver à construire ce projet professionnel. Elles partagent également ce qu'est leur quotidien aujourd'hui, leurs satisfactions et leurs réussites, dont un récent projet sur l'impact du Covid sur l'accompagnement des personnes migrantes en France, financé par la Fondation Croix-Rouge et la Maison des Sciences de l'Homme Sud. Mais également les défis de cette aventure, comme les difficultés parfois de travailler avec de multiples interlocuteurs ou encore les inquiétudes financières. Bonne écoute! Bonjour Itane, bonjour Anaïs. Alors Anaïs, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors de manière collective, Itane et moi-même, nous formons l'équipe de NARO, dont le nom renvoie au latin raconter. Pour ma part, je suis ingénieure en agrodéveloppement, c'est-à-dire que je suis formée à réaliser des projets de solidarité internationale dans les pays dits en développement. Et je suis également docteur en géographie et aménagement du territoire. J'ai soutenu ma thèse le 9 décembre 2019, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et ma thèse, elle s'inscrivait dans une réflexion géographique sur les recompositions rurales qui sont en cours au Nicaragua. C'est-à-dire qu'elle interrogeait les incidences des migrations et des mobilités spatiales, c'est-à-dire tous les types de déplacements humains, sur les pratiques, les stratégies et la reproduction socio-économique des familles. Elle questionnait ainsi le devenir des agricultures et des sociétés rurales dans cette région du monde. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet en particulier et à faire une thèse aussi? En fait, lors de ma formation d'ingénieur, j'ai réalisé un stage dans l'État de Oaxaca, au Mexique. Et en fait, durant ce stage, on développait des coopératives de microfinance au sein de localités rurales, afin d'accompagner notamment la mise en œuvre de petites activités économiques. Et on travaillait avec des femmes, et parfois des femmes d'un certain âge. Ce qui m'avait beaucoup frappée, dans le sens où ma formation m'enseignait la nécessité de développer des projets durables, au sein desquels l'intervention des acteurs du développement ou de l'humanitaire se devait d'être de court terme, voire de moyen terme. Du coup, je me demandais où est la population active, où sont les jeunes et même où étaient les hommes. Et c'est la première fois que j'ai fait face à la réalité migratoire par l'absence qu'elle produit dans les lieux d'origine. J'ai alors cherché à entendre des récits liés à la migration auprès de ces femmes. Cela, ça m'a à la fois bouleversée, il faut le dire, et passionnée. Et à l'issue de cette expérience, je savais que mon parcours professionnel aurait pour mots-clés migration et Amérique latine. J'ai orienté mes stages suivants en ce sens et à l'issue de ma formation d'ingénieur, la thèse m'a semblé le bon moyen d'assouvir mon besoin d'étudier ces phénomènes en profondeur et quelque part de me permettre d'être une ingénieure plus légitime, avec moins d'œillères pour travailler dans ces contextes. Et est-ce que tu peux nous résumer brièvement les principaux résultats de ta thèse? Tout d'abord, ma thèse, elle montre que l'espace de dispersion, c'est-à-dire l'espace où les gens migrent ou se déplacent pour y vivre ou pour réaliser des activités, finalement, il s'est élargi au cours des 50 dernières années et en particulier depuis les années 90. Finalement, ce que ça veut dire, c'est que les individus, ils sont de plus en plus mobiles et ils se rendent dans des lieux de plus en plus divers et ça confirme bien ce que certains appellent la mondialisation migratoire. Sans oublier qu'il y a des effets de filière familiale où en fait les gens se déplacent aussi en fonction des réseaux qui mobilisent. Ce que j'ai surtout montré, c'est que finalement, c'est la densité du lien social à distance
c'est-à-dire tout ce qui fait que les gens restent en contact malgré les kilomètres, et aussi la pluralité de ces formes de liens sociaux qui sont en fait les véritables leviers de la construction des ressources pour les familles. Et que ces arrangements, en fait, pour vous donner des exemples concrets, ils permettent de partir, de traverser les frontières dans un contexte, comme vous le savez aujourd'hui, qui est plus que complexe, mais aussi de s'insérer à destination. Je montrais aussi que c'était ces arrangements familiaux qui permettaient à la fois de combiner, de maintenir, de transformer les systèmes d'activité. Je montrais que ces organisations familiales à distance, elles sont des vraies ressources pour les espaces d'origine et ces espaces ruraux. Et c'est même des moyens aujourd'hui déterminants pour que les gens puissent se maintenir dans ces espaces-là. Et enfin, troisième résultat fort, c'est que finalement, toutes les familles, elles n'ont pas la même capacité à accumuler des ressources dans l'ailleurs au cours de leur cycle de vie. Être capable de construire des ressources ailleurs, c'est-à-dire de se disperser dans l'espace, aujourd'hui, ça a un coût social énorme. Il faut penser au poids de l'absence, c'est-à-dire de vivre plusieurs années éloigné de ses proches, que finalement, on montre qu'à destination, ces personnes migrantes, elles rencontrent surtout des emplois précaires ou encore elles subissent différents types de violences, notamment liées à la traversée des frontières. Et justement, tu l'expliques, c'est un contexte assez particulier dans lequel tu as fait ta thèse au niveau des migrations, etc. Et c'est la première fois sur Thésard qu'on a du coup des docteurs en géographie. Donc, est-ce que concrètement, tu peux nous dire comment on réalise une enquête auprès de migrants, qui est un public particulier, et en plus, dans ton cas, une thèse qui est sur plusieurs terrains, en fait. Oui, alors pour vous présenter rapidement ma méthodologie, alors moi déjà il faut savoir que j'ai une forte appétence pour le terrain et la méthode, et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre au cœur de ma thèse, c'est-à-dire que ma méthodologie est un de mes résultats de thèse. Par exemple, j'ai fait un terrain particulièrement long, c'est-à-dire j'ai passé 14 mois sur les différents terrains. Et en fait, du coup, juste pour vous donner une idée, le parti pris, c'était de faire de la géographie par le bas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'importe, c'est de donner une place primordiale aux pratiques, aux représentations, aux expériences vécues, aux trajectoires de vie des individus, pour justement bien comprendre les réalités de cet espace local, c'est-à-dire au Nicaragua. Donc pour cela, j'ai dû construire une méthodologie un peu plurielle qui croise à la fois des entretiens, des récits de vie, des observations participantes, des reconstitutions de trajectoires familiales, et comme tu l'as dit, j'ai fait des enquêtes multisituées. C'est-à-dire que finalement, l'objectif, c'était de suivre les membres des familles dans leur lieu de résidence et d'activité, dans tous les pays qui parcourent. C'est-à-dire que je me suis rendue au Nicaragua dans plusieurs lieux, au Costa Rica, mais aussi en Espagne et aux États-Unis, plus particulièrement à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, moi, pour retenir ma méthodologie, les trois aspects sur lesquels j'ai travaillé, c'est les unités familiales, donc l'individu, mais aussi la famille nucléaire, la famille élargie, dans un contexte nicaraguayen qui renvoie à d'autres formes familiales que celles qu'on peut connaître par exemple en France. J'avais à cœur de travailler non pas en synchronique, c'est-à-dire que je documente des dynamiques au moment T de l'enquête, mais j'ai fait un vrai effort de diachronie, c'est-à-dire de travailler sur le temps long, des trajectoires de vie des individus. Et puis, du coup, tu l'auras compris, le multisitué. J'ai travaillé avec des personnes migrantes, mais finalement, mon sujet, il m'a amené à travailler sur ces personnes dans toutes leurs identités, leur appartenance, si je puis dire. Ça permettait de redonner corps aux conditions et aux identités plurielles de ces femmes et de ces hommes, dans un contexte où, on le voit bien en particulier en ce moment, on criminalise souvent les migrants et on les réduit à leur seule condition de personnes migrantes ou d'étrangers. C'est sûr que travailler avec des personnes migrantes, ça demande un savoir-faire et quelque part un savoir-être, parce qu'on est obligé d'aborder des sujets douloureux. Je pense que ça peut se traduire dans d'autres thématiques de recherche, mais chez les migrants, dans les questions migratoires, c'est particulièrement vrai. Et là, je voulais juste conclure avec une petite anecdote, parce que évidemment, dans la thèse, on ne fait pas tout bien, on bricole, on expérimente. J'étais à Saragosse, et donc Saragosse, c'est un terrain en Espagne après plusieurs mois au Nicaragua. Donc, et aussi beaucoup de travail pour créer du lien de confiance avec mes enquêtés. Et j'avais travaillé avec toute une famille au Nicaragua, et j'allais enfin, c'était vraiment dans toutes ces petites choses qui nous font plaisir dans la thèse, j'allais enfin rencontrer la fameuse sœur qui était à Saragosse et qui réussissait. Et elle était débordée, évidemment, elle avait 3 travails en même temps à gérer, et puis elle me donne rendez-vous à la sortie de l'école de ses enfants en me disant « J'ai une demi-heure entre le moment où je récupère les enfants et je pars à mon travail nocturne ». Donc, on va chercher les enfants, et en fait, quelque part, il y avait de la symbolique dans cette volonté de me donner ce rendez-vous-là, quoi. Elle voulait me montrer qu'elle était une personne d'origine nicaraguayenne, largement insérée en Espagne, et avec des enfants qui grandissaient dans ce pays-là, qui était leur pays, finalement. Et je pose mes questions, du coup, à cette femme, et elle tient la main de ses enfants, et au bout d'un moment, sa fille de 7 ans
l'interpelle, dit: «Mais maman, pourquoi la dame, elle te parle du Nicaragua?» Et sa maman s'arrête, se met à hauteur d'elle et dit: «Bah, tu sais, parce que, nous, on n'est pas d'ici. On vient d'un pays très loin, tu sais, le Nicaragua, où il y a papi, mamie, et en fait, cette dame, ce qui l'intéresse, c'est de comprendre, bah, pourquoi aujourd'hui on est ici, et cetera». Et je me rappelle de ce regard, un peu interpellé de cet enfant qui comprenait plus ou moins ce qui se passait. Et là, ça m'a vraiment renvoyée à ma posture de chercheur. C'est-à-dire, moi, j'étais venue avec mon prisme de, la personne migrante, c'est cette personne-là qui m'intéresse. Et en fait, j'avais quelque part été un peu, percutante, c'est-à-dire que je la renvoyais une image d'elle qui était peut-être pas celle qu'elle voulait valoriser aux yeux de ses enfants, et aux yeux et à mes yeux à moi, quoi. Et donc je pense qu'il faut être vigilant à ça. C'est-à-dire que nous, c'est compliqué de mettre en thèse en œuvre des terrains, et cetera. On arrive avec des idées très précises et parfois on peut avoir ce genre de maladresse et le principal, bah, c'est d'être capable d'en être interpellé puis derrière de réagir, ce que j'avais fait, autant que se peut. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, ça fait le lien avec le sujet de recherche et les terrains d'Ethan. Donc, Ethan, est-ce que tu peux te présenter à ton tour avant d'aborder ton sujet de thèse? Je suis également docteur en géographie et aménagement du territoire et j'ai quant à moi soutenu ma thèse le 4 mars 2020, donc il n'y a même pas un an. Et dans ma thèse, j'ai étudié les redéploiements migratoires de nouveaux citoyens européens. En fait, ce sont des personnes originaires d'un pays tiers qui ont obtenu la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne. Et moi, j'ai spécifiquement travaillé avec des jeunes d'origine équatorienne, naturalisés espagnols, qui réémigrent de l'Espagne vers Londres. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire une thèse et à choisir ce sujet aussi de la migration? Je pense dans mon cas que l'intérêt pour l'immigration intra-européenne a émergé dès 2011 lors d'un séjour Erasmus en Espagne. À cette époque-là, le pays était touché de plein fouet par la crise économique de 2008 et en master, j'ai découvert la géographie des migrations. Donc j'ai désiré étudier les impacts de la crise économique sur les populations migrantes. D'abord, je me suis intéressée aux populations d'origine latino-américaine, car c'était le collectif migrant le plus important en Espagne. Et dans un second temps, sur les jeunes Espagnols de manière générale. C'est là où je me suis intéressée en fait aux questions de jeunesse. Et en réalité, le sujet de thèse s'est construit à la croisée en fait ces thématiques. Et j'ai voulu vraiment explorer en fait qu'est-ce que c'est l'expérience migratoire en Europe en tant que jeune et en tant que personne d'origine migrante. C'est ça qui m'intéressait vivement. Et effectivement, il y avait une question de... J'étais jeune également, donc ça me parlait plus particulièrement. Comment t'as fait en fait concrètement pour accéder à cette population? Moi, mon objectif premier, c'était vraiment d'accéder aux expériences de la migration. Donc, il était nécessaire d'analyser les discours des jeunes, de comprendre leur trajectoire migratoire, leurs projets migratoires, etc. Et donc, de développer un protocole méthodologique à une échelle micro. Moi, je me suis principalement appuyée sur des entretiens sur un tout petit échantillon de jeunes que j'ai pu rencontrer plusieurs fois à Londres et parfois entre Londres et Madrid. Au début, je pensais développer une enquête bisituée, en fait, entre Londres et Madrid. Au début, en partant à Madrid et pour remonter les réseaux de migrants. Et en fait, au tout début, je suis passée par mes propres contacts, en fait. J'avais vécu en Espagne, j'avais des collègues sur place. Donc, je suis passée par mon propre réseau personnel et c'est là où il y a eu une imbrication. Moi, c'est vrai que dans ma thèse, il y a une imbrication entre ma vie privée un petit peu et ma vie professionnelle. En demandant tout simplement à des copines qui étaient par exemple déjà d'origine péruvienne, est-ce qu'elles connaissaient d'autres latinos, en l'occurrence des équatoriens, etc. J'ai rencontré comme ça, premièrement, des jeunes à Madrid qui m'ont mis en contact avec des membres de leur famille, des amis, et j'ai pu remonter les réseaux, en fait. Donc ça a été la première approche en partant d'Espagne. Et ensuite, quand j'ai réalisé le terrain à Londres, au tout début, j'ai été amenée en fait à pratiquer un autre site de la migration, c'est le cyberespace. Parce que le multisitué, ça consiste pas seulement à se déplacer physiquement pour suivre les personnes migrantes, ça nous permet également de croiser les échelles temporelles, spatiales et les sites de la migration, dont Internet. Et en fait, j'ai effectué ce que je nomme un terrain numérique, réellement en parallèle du terrain à Londres et du terrain à Madrid.
afin de récolter des données supplémentaires. Donc, je me suis immergée sur des réseaux de migrants qui se développent en ligne, sur les groupes de discussion, Facebook et WhatsApp. Et ça m'a permis de comprendre comment les jeunes s'insèrent à Londres, de développer des indicateurs sur les conditions de vie, de travail, de logement, la sociabilité également des personnes à Londres. Et concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collecté de l'information pendant 1 an sur ces groupes. J'ai annoté tous les jours tous les messages et j'ai analysé les contenus, les images, les vidéos, les articles, etc. En fait, je suis passée par énormément de canaux différents, notamment le réseau religieux. C'était très intéressant parce que, voilà, un de mes objectifs, c'était de comprendre comment les personnes mobilisent différents types de réseaux pour accéder à la migration et s'insérer à destination. Ce qui va profondément marquer l'expérience migratoire à Londres, hein, forcément. Mais après, de manière générale, de toute façon, ça n'a pas été facile d'accéder aux enquêtés, surtout à Londres. Pourquoi ? Parce que les gens travaillent beaucoup, cumulent les emplois. Donc, pour rebondir sur l'exemple d'Anaïs, effectivement, ils ont déjà peu de temps pour eux. Donc, consacrer un temps à un projet de recherche, c'est très difficile. Après, à mon avantage, je dirais, une fois qu'il y avait la première mise en contact, la relation a été facile avec les jeunes. Je pense, en raison de mon âge et de ma nationalité. Je parlais à des jeunes en tant que jeune, parce que je suis pas très vieille et j'étais encore moins vieille quand j'ai fait mon terrain de recherche. Donc, ils se sentaient vraiment à l'aise pour aborder certaines thématiques que j'étudiais, hein, qui sont le fait de l'envie, le besoin d'indépendance vis-à-vis des parents, l'envie de découverte, d'aventure. Et également, je pense, en tant que Française, ils ne se sentaient pas jugés pour critiquer, entre guillemets, les Espagnols d'une part et les Latinos, les Équatoriens d'une autre part. Ils pouvaient librement en fait s'exprimer sur les cas de discrimination, de racisme qu'ils avaient vécu en Espagne. Également m'exprimer un petit peu le fossé qu'ils ressentaient en termes de mentalité et de valeurs avec des Latinos et des Équatoriens. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi de belles relations de confiance qui se sont créées. Ça a été grâce vraiment à cette immersion sur le terrain, de longs mois sur le terrain où on peut créer de vraies relations. On voit les personnes plusieurs fois, c'est ce qui nous permet d'avoir une finesse dans l'analyse pour retracer les parcours et surtout retracer les constructions identitaires, etc. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as voulu démontrer avec ta thèse, ou en tout cas ce qui ressort principalement de ta thèse ? Je me suis principalement intéressée, en fait, à travers le concept d'ancrage, au rapport des jeunes avec les espaces qu'ils traversent au fil de la trajectoire migratoire. Donc, premièrement, avec l'Équateur, c'est l'espace d'origine familiale que certains ne connaissent très peu ou pas du tout parce qu'ils ont pu partir tout bébé, par exemple. Ensuite, avec l'Espagne, l'espace de seconde nationalité dans lequel ils ont passé une partie de leur enfance ou de leur adolescence. Et ensuite, avec Londres, l'espace de destination. Donc, concernant Londres, j'ai montré que c'est une ville de passage au sein de leur trajectoire migratoire. Principalement, pourquoi ? Car ils sont confrontés à des conditions de vie très difficiles à Londres en tant que personnes migrantes, mais à la fois parce qu'ils ont un double statut. À la fois, ce sont des jeunes Européens qui tentent leur chance à Londres, mais qui est une ville très chère pour améliorer leurs perspectives professionnelles ou faire des études, ce qui n'est pas une chose facile. Et en même temps, en tant que personnes d'origine latino-américaine, principalement cantonnées à des emplois non qualifiés, notamment en tant qu'agent d'entretien. Donc, les jeunes avec qui j'ai travaillé, au final, s'insèrent dans un marché de l'emploi précaire et ethnicisé, et spatialement dans une géographie résidentielle des migrants à faible revenu à Londres. Alors, c'est une géographie de l'emploi précaire qui est dictée par le fonctionnement de l'emploi londonien, lui-même tributaire en fait du fonctionnement de la ville globale et de son économie néolibérale. Ce qui fait qu'ils doivent surmonter énormément d'épreuves à Londres. Mais en même temps, ces épreuves-là participent d'une part à leur transition vers l'âge adulte, surtout pour la plupart, c'est la première fois qu'ils quittent le foyer familial quand ils se rendent à Londres. Donc, c'était vraiment une expérience très forte dans leur vie. Et en même temps, ça permet de consolider un ancrage affectif en Espagne, le pays dans lequel ils se projettent et se sentent vraiment chez eux, où ils se sentent à la maison. Très peu se voient repartir en Équateur. Alors, ceux par contre qui se voient plus en Équateur, c'est-à-dire ce sont des personnes qui
recherchent une reconnexion avec leur origine familiale. Et dans leur cas, ce sont des gens qui ont été victimes de discrimination, de racisme en Espagne. Et c'est intéressant car c'est à Londres que ces personnes-là découvrent davantage leur culture d'origine et qu'elles affirment leur identité latino et équatorienne. Donc, pour résumer, en fait, en étudiant les rapports aux espaces, les différents espaces qu'ils traversent, j'ai également éclairé une période de transition pour des jeunes qui sont en construction de leur projet de vie et les constructions identitaires des individus, entre des personnes qui vivent entre différents pays et qui ont différentes attaches identitaires. Maintenant, on va passer un peu à votre vécu personnel de la thèse pour comprendre et faire comprendre un peu mieux comment vous avez vécu vos thèses et notamment dans quelles conditions vous les avez réalisées. Donc, Ethan, peut-être que tu peux nous en dire plus sur les conditions dans lesquelles tu as réalisé ta thèse, que ce soit au niveau du financement, de la direction, ton implication dans le labo, voilà. Toutes les deux, Anaïs et moi-même, nous avons pu bénéficier d'un contrat doctoral pendant 3 ans. Et nous avons ensuite terminé la rédaction de nos thèses en bénéficiant des indemnités chômage. Donc, c'est le premier point très important. C'est une situation en fin de thèse qui est malheureusement classique, en fait, que beaucoup de doctorants connaissent, alors que il nous semble qu'elle dessert la personne pour finir dans des bonnes conditions sa rédaction et surtout pour penser sereinement son parcours post-thèse. Il faut savoir quand même que la majorité des thèses en SHS se réalisent en plus de 3 ans. Et durant nos années de doctorat, l'école doctorale à laquelle Anaïs et moi-même étions rattachés avait commandé une étude portant sur les doctorants accompagnés et elle montrait que la durée moyenne de réalisation de la thèse était de 4 ans et demi. On dépasse largement les 3 ans. Et quand nous avons commencé notre thèse avec Anaïs, nos directrices de thèse, et pourtant nous n'avons pas les mêmes directrices, on a une directrice en commun mais une autre directrice, nous ont spécifié en fait qu'on allait dépasser les 3 ans. C'était une obligation. Moi, je me rappelle très bien de ma première réunion avec mes directrices de thèse à ce propos. C'était inenvisageable de faire une thèse de bonne qualité en moins de 3 ans, de toute façon. Donc, en fait, on signe un contrat de 3 ans en sachant très bien que l'on va dépasser sur le temps imparti. Pour moi, c'est une réalité qui éclaire une des défaillances majeures du système doctoral qui mériterait de donner lieu à une vraie réflexion sur la temporalité des financements alloués pour mener un doctorat en SHS et sur les attendus au moment de soutenir. Parce qu'on insiste sur le fait de faire une thèse en 3 ans en arguant que c'est pour le mieux pour le doctorant, mais en même temps, les exigences se sont démultipliées. On sait très bien maintenant que réaliser sa thèse et réaliser une bonne thèse, ce n'est pas suffisant pour l'après-thèse. On est obligé de publier à côté, d'enseigner, etc. Il y a une démultiplication des tâches. C'est une nouvelle injonction, qui est portée par une idée de fond qui régule tout le monde académique, comme quoi les meilleurs et les plus forts y arriveront dans tous les cas, alors qu'en vérité, c'est juste qu'il n'y a pas assez de postes de titulaires, que ce discours, c'est un prétexte pour cacher le fait, surtout que le monde de la recherche maintenant repose sur des contrats précaires, majoritairement. Et aujourd'hui, les anciens enseignants-chercheurs, du moins les plus âgés qui ont l'honnêteté de le dire, savent très bien que avec le même dossier, ils ne seraient pas recrutés aux mêmes fonctions maintenant. C'est quand même très important de le souligner. Alors ensuite, concernant les conditions de réalisation au sein de notre laboratoire avec Anaïs, on s'est fortement impliqués dans notre laboratoire, toutes les deux. Pourquoi? Je pense, c'est qu'on avait une appétence, une envie de vraiment comprendre l'écosystème de la recherche. Et l'échelle du laboratoire, c'était celle dans laquelle on était plongé dans notre vie quotidienne, c'était le plus simple et c'était là où on pouvait faire remonter, se faire entendre en fait, faire remonter nos réalités. Et de plus, on a eu quand même la chance d'intégrer un laboratoire qui fonctionnait bien et qui était prêt à entendre la réalité de doctorants, il faut l'avouer. En plus de ça, donc on a œuvré toutes les deux à construire un vrai collectif de doctorants et de doctorantes qui a été très important et je dirais même vital en fait pour surmonter ces années de doctorat, pour surmonter l'isolement, la solitude auquel on fait face quand on écrit une thèse. Et
Et à côté de ça, donc, on a été représentant des doctorants, donc membre élu du conseil de laboratoire. Donc, ça nous a permis d'organiser des doctoriales, des ateliers à destination des doctorants, des ateliers méthodaux, justement sur le post-thèse également. On a mené des enquêtes auprès d'eux, auprès des jeunes docteurs. Également, on a joué un rôle de médiation pour résoudre des situations un petit peu difficiles vécues par les doctorants. Donc, nos années de doctorat, ça n'a pas été que la thèse. Ça a été également la découverte d'un milieu professionnel à part entière. Et Anaïs, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, ou nous expliquer en tout cas le regard que tu portes avec du recul sur ton expérience de thèse, les principales difficultés que tu as pu rencontrer, ce que tu aurais aimé vivre différemment aussi, parce qu'on voit que tu t'es beaucoup impliquée, donc ça suppose aussi que tu as vu un peu l'envers du décor dans un labo et l'envers du décor de la recherche, et aussi ce qui t'a apporté le plus de satisfaction pendant cette période de thèse. La thèse, ça a été pour nous deux un vrai espace de réalisation personnelle. Ça a été, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui va très vite, une occasion unique de prendre le temps de se consacrer à des phénomènes et des réalités qui nous importent. Nous, dans notre cas, Equitane, vous l'aurez sûrement compris, ce qui nous a apporté vraiment beaucoup de joie, c'est de faire du terrain, d'être sur le terrain. Je pense que moi, ça a été une de mes sources principales aussi de motivation et de toujours m'accrocher dans ce doctorat. Le fait de rencontrer toutes ces personnes si différentes, avec des visions du monde et à la fois des pratiques quotidiennes tellement différentes, qui m'ont permis d'avoir des dialogues sur des réalités multiples, de partager des vies tellement différentes. Et en fait, au final, cette thèse, elle m'aura tellement appris, en fait, sur moi-même, aussi sur le monde. Et c'est ça, en fait, la thèse, c'est vraiment quelque chose qui nous alimente, nous. Donc en ça, je pense que ça a été très positif. Après, je vais absolument pas le nier, je tiens d'ailleurs fortement à l'exprimer. L'expérience du doctorat, elle nous confronte, moi, c'est mon analyse avec le peu de recul que j'ai aussi, à 2 types de difficultés. Il y a celle qui est inhérente à la réalisation de la thèse et il y a celle qui est produite, selon moi, par le système universitaire et que je conteste même fortement. D'ailleurs, je serais contente de pouvoir prendre la parole sur ce sujet aujourd'hui. Alors, sur les difficultés un peu inhérentes à la réalisation de la thèse, elles sont propres à chacune, hein, mais moi, par exemple, dans mon cas, le fait d'avoir voulu faire un gros terrain avec beaucoup d'enquêtes, en plus avec des méthodes qualitatives, évidemment, je me suis retrouvée face à une montagne de données. Et au moment de passer à l'analyse, il y a eu quelque chose d'assez effrayant. Je ne savais pas par quel bout m'y prendre. J'avais ouvert tellement de portes ou tellement de pistes d'analyse que je ne savais plus quel fil conducteur il fallait que je déroule, etc. Et puis aussi la rédaction. Ce passage à l'écriture, je pense qu'il est sûrement commun à beaucoup de doctorants. Mais moi, parfois, il m'a déstabilisée ou il m'a fait peur. Et après, ce qui est rigolo, c'est qu'on se découvre que sur ce qu'on pensait qu'allait être le plus dur à écrire, c'est là où on l'a écrit le plus vite et le plus facilement. Et là où on pensait que ça allait être easy, en fait, ça l'est pas du tout. Donc voilà, ça, c'est sur les aspects un peu des difficultés inhérentes à la réalisation de la thèse que quelque part, je pense, on recherche parce qu'on sait à quoi on va se confronter quand on se lance dans la thèse. Et après, pour moi, il y a toutes les difficultés liées au contexte dans lequel on réalise sa thèse. Et moi, dans mon cas, mon expérience de thèse, elle comporte aussi une part de souffrance qui a été induite pour moi par le fonctionnement de ce monde de la recherche. Une souffrance qui est entre autres liée à ma relation avec une de mes directrices de thèse. Et sans rentrer dans le détail, je voudrais vraiment partager. Je pense que c'est important de le dire honnêtement, parce que je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça et votre podcast le montre largement. Moi, j'avais souffert durant ma thèse et quand j'ai fini ma thèse, c'était hyper important pour moi. Vous voyez, on a toujours été avec Equitane dans une démarche constructive, on s'est impliqué, on a essayé de comprendre les choses. Et moi, pour me faire justice quelque part ou par respect pour moi-même, j'avais besoin de formuler cette souffrance dans des espaces où je n'ai pas toujours eu le soutien que je voulais. J'ai eu la chance d'être bien aidée par ma co-directrice et par mon comité de suivi, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Moi, j'ai eu des ressources à ce niveau-là, mais ce n'était pas suffisant pour évacuer toute cette colère que j'avais accumulée. Donc, j'ai eu un rendez-vous à la fin de ma thèse avec l'actuel directeur de notre UMR, qui a été à l'écoute de cette souffrance. Et en fait, on en est arrivé à 2 conclusions. Parce que lui aussi, en fait, même en tant que directeur de laboratoire, il m'a fait part des souffrances qu'il subissait. En fait, c'est un milieu, dans la recherche, un milieu où il n'y a pas de régulation. Il n'y a personne qui a autorité sur autrui. Donc finalement, même un directeur de thèse, il n'est pas en mesure de pouvoir dire à un chercheur, un directeur, que peut-être il a des pratiques qui peuvent avoir un impact négatif sur un doctorant. Et c'est aussi un monde où on travaille en microcosme. C'est-à-dire qu'on a beau dire on est une équipe de recherche, en fait, quand on est plongé dedans,
on se rend compte que même les projets dits collectifs, déjà, c'est très intéressant de réfléchir au final, qu'est-ce qu'on fait vraiment de collectif dans la recherche, hein. C'est en fait 2-3 chercheurs. Et c'est avec ces 2-3 chercheurs qu'on est vraiment capable d'avoir un visuel, un regard sur leurs pratiques de recherche et leurs pratiques quotidiennes. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, le doctorant, et en particulier dans mon cas, on peut très vite être isolé et pris dans une relation d'exclusivité. Et si cette relation d'exclusivité, elle est négative, elle est néfaste, elle porte préjudice, eh ben, vous voyez qu'on a peu d'appui pour en sortir. Et aussi, il y a d'autres choses, moi, qui m'ont vraiment fait souffrir, ou en tout cas qui m'ont alimenté une insatisfaction ou une colère. C'est en fait, quand vous rentrez dans la recherche, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre podcast, il y a plein d'idées reçues. Il y a plein de mythes qui sont entretenus. On parle souvent des mythes de migrants qui continuent d'alimenter ce rêve américain ou ce rêve d'une vie meilleure. Et en fait, dans la recherche, il y a plein de mythes comme celui-ci. Comme le fait que voilà, on doit être dans un engagement total dans sa recherche, que l'écriture, on doit être ce chercheur qui écrit à la lumière de la bougie la nuit, etc. Il y a plein de mythes et qui, en fait, si on n'arrive pas à s'y retrouver dedans, on commence à s'auto-culpabiliser, ça devient de la responsabilité individuelle, alors qu'en fait, c'est faux. Et moi, à l'issue de ma thèse, moi, j'ai compris un truc, j'ai trouvé qu'en fait, ceux aujourd'hui qui font de la recherche, qui l'alimentent, qui sont créatifs, c'est beaucoup les doctorants et même les stagiaires en master, etc. Alors qu'en fait, quand vous rentrez dans le doctorat, on vous dit, la thèse, c'est que ton passeport pour le monde de la recherche, c'est que la première étape. Et en fait, moi, avec le recul, je me dis qu'en fait, la recherche, elle se fait surtout par les jeunes qui rentrent dans ce milieu-là. Et pourquoi ? Parce que aussi, je ne doute pas qu'il y a des souffrances du côté des chercheurs. C'est des gens aussi qui sont débordés de travail aujourd'hui, qui multiplient les tâches, etc. et qui finalement ont peu de temps pour se consacrer à leur cœur de métier. Parce qu'en plus, en SHS, il faut le dire, il y a très peu de financement. Donc, en fait, ça fait qu'on passe notre temps à chercher des ressources pour pouvoir travailler complètement. Donc, au final, moi, quand j'ai fini ma thèse, il y avait tout ça, quoi. Et je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de colère, il y a une vraie analyse qui me semble constructive sur le fonctionnement de ce milieu-là. Et d'un autre côté, ma passion pour le faire de la recherche, elle est toujours intacte. Et je suis aussi convaincue de la richesse de cette démarche scientifique en sciences humaines et sociales, et en particulier dans le contexte actuel. On voit par exemple, sans vouloir rentrer dans le détail, avec la pandémie qu'on traverse, qu'est-ce qu'on voit ? Que les inégalités, elles se renforcent sur les populations les plus vulnérables. On se voit qu'on est tous en manque de lien social. Et si ce n'est pas là la preuve que les sciences humaines et sociales sont indispensables, voilà. Donc finalement, moi, à l'issue de tout ça, j'ai voulu tout simplement trouver un moyen de faire de la recherche hors du cadre classique, et non pas en étant en rupture avec le monde académique, mais en recréant un lien qui est plus sain avec ces gens-là. Donc là, on voit que tu esquisses ce qui t'a poussé à te remettre en question et à remettre en question le monde dans lequel tu as évolué pendant ta thèse. Et finalement, comment as-tu envisagé l'après-thèse ? Au vu de mon parcours de formation, c'est vrai que j'avais cette double compétence ingénieur-chercheur. Et vraiment, l'après-thèse, j'ai voulu articuler ces deux dimensions. J'ai voulu, c'est-à-dire faire de la recherche pour qu'elle ait une dimension très opérationnelle, et que aussi, c'était une vraie volonté qui m'a animée tout du long, donner accès à toute cette richesse de la recherche au grand public. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. C'est-à-dire que avoir tous ces doctorants qui mettent autant de passion à raconter de si belles histoires sur le monde d'aujourd'hui, eh ben, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à décloisonner ces connaissances-là pour les donner accès au plus grand nombre. Et je pense que ça peut intéresser énormément de gens et ça peut éclairer beaucoup d'autres pratiques professionnelles, notamment quand c'est de l'ordre de l'action. Je pense que j'avais anticipé quelque part que déjà que j'allais finir ma thèse à la fin de mes indemnités chômage, il fallait vraiment que j'anticipe la suite. Et donc, je le dis aussi, parce que ça peut intéresser certains doctorants, j'ai suivi au cours de mon doctorat le dispositif Pépite, qui est en fait un dispositif où si vous avez une idée de création d'entreprise, on vous donne des ressources pour pouvoir aller un peu plus loin dans votre réflexion. Et moi, ça m'avait fait beaucoup de bien parce que ça m'avait ouvert à d'autres langages, à d'autres mondes, avec aussi des jeunes de la licence au doctorat hyper innovants et créatifs, comme le sont beaucoup les gens de notre génération. C'est vrai que quand on est dans la thèse, c'est difficile parfois de prendre le temps de réfléchir à l'après alors qu'on a déjà tellement à faire. Il faut, je pense, quand même y consacrer du temps, mais ce n'est pas de dire je cherche de l'emploi, c'est aussi tout simplement se demander au fond de soi ce dont on a vraiment envie. Et je pense que là, la thèse, c'est ça, son principal apport, c'est cette rencontre avec soi-même. Il faut oser aller au bout de ça. Et aussi, c'est vrai qu'une fois qu'on finit sa thèse, je vous invite à aller au bout parce que l'après fait du bien aussi. Il y a toute une période de dépressurisation où je pense qu'on a tous besoin, ça prend même plusieurs mois de récupérer. En fait, on se rend compte
de la fatigue qui a été accumulée ou à quel point on s'est engagé dans un projet de vie, on a mis toute notre vie dedans et en fait, il n'y a pas que ça. Et après, il y a un moment vraiment hyper sympa d'éclosion où on prend du recul sur tout ce qu'on a fait et on se rend compte de toutes ces richesses et ces ressources. Il y a plein de choses positives dans le pendant et dans l'après. Et est-ce que, Anaïs, du coup, tu peux nous en dire plus sur ce que c'est Naro, qui est votre structure de recherche? Naro, il est né d'une triple volonté. Donc déjà, vous l'avez entendu, la première, c'est celle de continuer de faire de la recherche hors des voies universitaires classiques. La deuxième volonté forte, c'était de continuer à réaliser de véritables enquêtes de terrain en immersion réellement dans des contextes particuliers, divers et multiples. Donc ça, c'était notre deuxième leitmotiv. Et puis, comme je vous l'ai dit, le troisième, c'était de faire sortir un peu les savoirs scientifiques d'un univers académique parfois trop cloisonné. Et ouais, donc en gros, finalement, Naro, c'était aussi cette volonté de bousculer les manières de faire de la recherche. Donc on voulait, mettre en avant des travaux qui soulignent une haute rigueur scientifique et une vraie créativité. Et pour ça, du coup, on travaille souvent avec des jeunes docteurs. La deuxième focale qu'on a, c'est de donner la parole à celles et ceux qui sont souvent invisibilisés au sein de nos sociétés. Donc, on continue très largement de travailler auprès des populations migrantes, mais on essaye de se diversifier. C'est-à-dire qu'on travaille aussi sur les questions LGBTQI+, les personnes âgées, le handicap, voilà. Et puis aussi, on s'est attaqué à des nouveaux enjeux comme ceux environnementaux. C'était aussi une appétence forte qu'on avait. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est vraiment important parce que en SHS, on a du mal souvent à percevoir ce que ça peut être une carrière hors du monde académique, ou en tout cas en essayant de combiner les deux, c'est-à-dire ce que tu expliques, cette passion pour la recherche, mais en même temps dans le faire dans un système qui est un peu mieux, ou en tout cas que vous construisez à votre image. Et donc concrètement, Ethan, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous y faites à Naro? Parce que justement, ça peut être quelque chose qui est un peu flou pour des doctorants et doctorantes, parce que en fait, pendant la thèse, on nous présente pas forcément ce type d'alternative. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est une journée à Naro, ou qu'est-ce que vous y faites? On est vraiment dans du faiseur de liens entre des chercheurs, des associations, des ONG, des entreprises, des collectivités territoriales. Donc, pour essayer de résumer, nos missions peuvent se décliner en 4 mots-clés qui sont chercher, raconter, accompagner, former. On mène des projets de recherche qui privilégient la dimension participative et éthique, afin de faire dialoguer cette diversité d'acteurs, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, et pour développer des projets innovants et bénéfiques à toutes et à tous. On valorise les résultats de la recherche scientifique, ça c'était très important pour nous, et notamment des jeunes chercheurs, comme Anaïs l'a bien expliqué, afin qu'ils soient accessibles à tout le monde, et en particulier aux acteurs qui œuvrent sur le terrain pour produire des changements au service de la justice sociale ou de la protection de l'environnement. À côté de ça, on cherche à accompagner les associations, les ONG, au travers notamment de la formation professionnelle, pour qu'ils renforcent leurs expertises auprès de leur public cible. Donc, c'est par exemple les populations migrantes, donc les associations qui vont accompagner les personnes migrantes dans des démarches administratives, l'hébergement, etc. Et enfin, bien sûr, nous transmettons nos savoirs, compétences, expertises à des étudiants de l'enseignement supérieur. À l'heure actuelle, en ce début d'année 2021, nous sommes fiers d'avoir décroché notre premier financement pour mener un projet de recherche à Montpellier, le projet IMCOV, Immersion dans les structures d'accompagnement des populations migrantes en France, personnes migrantes, bénévoles et professionnels face au SRAFCOV2. C'est un projet qui est soutenu par la Maison des sciences de l'homme Sud, de la MSH Sud de Montpellier. Et dans ce cadre, nous allons travailler avec des structures qui accompagnent les personnes migrantes sur le territoire montpelliérain. Donc, ce projet, c'est vraiment un exemple concret de ce que nous recherchons à réaliser au sein de Naro. D'une part, il permet de faire le lien entre différents acteurs d'un territoire et de mener une réelle recherche participative. Mais on souhaite faire participer également activement les enquêtés à la production de données de recherche. Et bien sûr, l'objectif, c'est également de produire un livrable qui puisse qui puisse venir appuyer les actions de plaidoyer des acteurs sur le terrain. Ça, c'est très important.
Voilà ce qu'on fait concrètement tous les jours à peu près. Donc on est quand même assez multitâche. Et justement, en parlant de multitâches, ça pose une question, et notamment celle des compétences, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, enfin, en tout cas, qu'on se pose souvent à la fin du doctorat quand on veut pas forcément continuer dans la recherche et dans un parcours académique. C'est qu'est-ce que je peux faire avec un doctorat? Parce que on a l'impression d'avoir développé aucune compétence, mis à part faire une thèse. Et donc justement, toi, avec cette expérience-là, et puis avec tout ce que vous faites au quotidien, quelles sont les compétences que vous avez acquises pendant votre thèse et qui aujourd'hui vous sont utiles dans ce projet-là, dans la création de Naro, mais aussi dans les projets que vous menez dans votre activité professionnelle? Premièrement, nos expériences dans la conduite de travaux de recherche pendant la thèse, ça nous permet de mettre en avant une solide compétence dans la collecte de données sur le terrain et une solide capacité d'analyse, de réflexion et de synthèse. Donc, on cherche à produire du savoir et quelle est la meilleure manière pour appliquer ce savoir aux réalités et aux besoins des acteurs et des actrices sur le terrain. Donc ça, c'est la première partie des compétences vraiment, je dirais, un petit peu scientifiques pour mettre l'accent sur l'analyse, la synthèse, etc. Ensuite, au quotidien, on va mobiliser tout un tas de compétences que l'expérience doctorale nous permet d'aiguiser et qui sont essentielles et recherchées dans énormément de domaines professionnels. Ça va être l'autonomie dans le travail, l'organisation, la gestion du temps, la gestion du stress, savoir gérer des temporalités longues, des temporalités courtes et des temporalités longues à la fois. En fait, le travail de doctorat, c'est une activité très solitaire, on est tous d'accord pour le dire, et qui nous apprend surtout à faire face seul à de nombreux défis et à être multitâche. On fait tout en fait dans une thèse, on fait la revue de la littérature, on écrit de différentes manières. Sur le terrain, on doit adapter son discours, par exemple, selon les acteurs rencontrés. On doit bidouiller l'informatique. Enfin, on est obligé d'être multicasquette. Donc ça nous aide énormément et je pense que c'est une expérience qui forme tout particulièrement à l'activité entrepreneuriale. Malgré les idées préconçues qui catégorisent souvent le doctorat comme une activité scolaire poussée à son paroxysme, pour moi, c'est complètement faux. Pour vous donner un exemple concret, au début de nos thèses, avec Anaïs, on a monté un séminaire international qui a été financé par l'IDEA, l'Institut des Amériques. Et avec cette petite première expérience, on a été confronté à différents défis. D'abord, il a fallu chercher un financement, il a fallu gérer un budget, il a fallu organiser l'événement en soi, mettre en lien différents acteurs et être confronté à un lourd travail administratif. Non, mais toutes ces tâches font aujourd'hui partie de notre quotidien, en fait. Nous apprenons par l'expérience et la thèse regorge d'expérience. Il suffit de les saisir, je pense. Est-ce que tu t'en es rendu compte par toi-même, en fait, de toutes ces compétences que tu avais développées, ou est-ce que, en fait, ça a été quand même un travail que tu as fait soit pendant ou soit après le doctorat pour te rendre compte que oui, effectivement, en fait, tu savais faire tout ça? Non, mais c'est vrai que tout ça, c'est pas simple, hein. On dit pas que ça a été simple. Je pense que quand on finit la thèse, on a une partie de sa confiance en soi qui est pas mal ébranlée. Moi, j'ai pas de problème à le dire, hein, il a fallu que je me ressaisisse quelque part de ma personne et de toutes mes richesses, internes. Et comment je m'en suis rendu compte? Je pense qu'aussi ça a été cette rencontre, comme je vous disais avec, le dispositif Pépite, en fait. Je me souviens m'être immergée dans ce monde-là. Alors on utilise plein de jolis mots, l'afterwork, les rencontres, je sais pas quoi et cetera. Et en fait, ils mettaient, des espèces de prérequis où il y avait tout un temps de travail, où il y avait une vraie réflexion sur: «Est-ce que ma manière de vivre est en adéquation avec le défi qu'impose une création de société?» Et en fait, je me suis rendu compte, mais vraiment, que tout ça, c'était déjà des cases cochées quand on avait fait un doctorat. Et aussi, et ça c'est aussi un vrai conseil que je veux donner aux doctorants, parce que souvent le doctorant, il se pose beaucoup de questions et il sait, ce qu'il sait très bien faire, c'est poser des questions. Et moi, en fait, sur toutes les 2 dernières années de ma thèse, je suis allée poser des questions à plein de gens qui exerçaient des métiers très différents, qui je pensais qu'allaient m'intéresser. Et en fait, en leur demandant: «Mais vraiment, c'est quoi ton quotidien? Tu es journaliste?» En fait, la même question que tu nous poses, c'est: «Ta journée, tu fais quoi?» Et je pense que ça a été, une des manières de prendre conscience, de tout ça, juste en sortant
de cette boîte, de ce monde académique, aller rencontrer le reste du monde. Et dans ce reste du monde, tout ce que moi je vous garantis après 1 an à le fréquenter, c'est qu'il y a des gens fantastiques, il y a des dynamiques super vertueuses, et vous allez surtout prendre conscience de votre vraie richesse, quoi. Et quand aujourd'hui on est dans un pays et dans un système qui ne sait pas valoriser ces grands profils que nous sommes et des profils qualifiés de docteurs, et ben alors, tant pis, il faut aller ouvrir d'autres portes. Donc il y a eu ça. Après, ça a été long. Moi, ça a pris du temps. Et puis moi, j'ai eu un parti pris très clair, hein. J'ai fait ma thèse en 6 ans, parce qu'au bout d'un moment, je savais, et ça, je tiens à le dire, que moi, il fallait que cette thèse, elle soit mon capital confiance pour la suite de ma vie professionnelle. C'était non pas un point de démarrage, c'était l'accomplissement d'un parcours personnel d'ingénieur, d'actrice du développement, qui avait essayé d'aller jusqu'à la thèse. Et donc, je me suis dit, Anaïs, prends le temps qu'il faut. Il faut que quand tu finisses, ce gap du manque de confiance en soi, il faut qu'il soit résolu et que ta thèse, ce soit ton passeport pour la suite dans le monde que tu veux construire. Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai eu un parti pris, hein, qui a été associé aussi à des difficultés économiques réelles, hein, vous vous en doutez, mais de faire ma thèse en me disant, il faut que j'en sois fière à la fin. Donc, à nouveau, ce que je veux dire, c'est que nous, c'est une histoire parmi des milliers d'histoires de doctorants, mais il faut être très à l'aise avec soi-même, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne réponse. J'aime bien prendre cet exemple-là aussi. Souvent, on pense que la thèse, on doit tout faire bien. On doit être bon en rédaction, bon en analyse, bon en collecte de données. Et de quoi on se rend compte quand on a fait nos thèses, c'est qu'on a chacun nos petites touches à nous, quoi. Alors, nous, avec Ethan, c'était le terrain. Ethan lit super vite et super bien et est très doué pour analyser de la littérature. Moi, je vais avoir d'autres atouts. Et en fait, le but, c'est pas de savoir tout faire au même niveau, c'est d'être conscient de qu'est-ce qu'on fait bien et comment on le fait. Et qu'en fait, on est un espèce de patchwork. Et ça fait partie du travail de la thèse. C'est ce que vous devez, c'est ce que les doctorants doivent prendre conscience et réaliser au cours de leur thèse pour se mettre dans les meilleures conditions pour l'après-thèse et pour aller vers des chemins professionnels qui leur conviennent et qu'ils choisissent de faire ce choix et de ne pas faire des non-choix. Et justement, Ethan le soulignait, ça va faire 1 an que Naro existe. Et donc, qu'est-ce que, Anaïs, tu retires de cette expérience, et notamment peut-être un partage sur les points négatifs, des positifs ou même des surprises? L'aventure Naro, déjà, nous, elle nous permet au quotidien de nous engager et de prendre position face à des problématiques de société qui nous importent. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui nous réjouit le plus et nous le rend le plus fiers avec Ethan à l'heure actuelle. Aussi dans les bonnes surprises, mais qui était un peu comme une évidence, cette collaboration avec Ethan, qui était à la fois une collègue de doctorat, une amie, de nous voir grandir ensemble dans cette relation d'associés, c'est vraiment une source d'épanouissement énorme, en fait. On est vraiment aussi en réaction à cet isolement de la thèse et parfois ce monde académique qui ne sait pas vraiment faire du collectif, créer de la symbiose avec les autres, c'est super agréable, quoi. Et nous, ça nous fait aller beaucoup plus vite et être de meilleure qualité dans notre travail au quotidien. Aussi, dans les points positifs, c'est que Ethan l'a largement dit, mais en fait, ce projet, il nous permet de varier nos activités. En fait, on est sans cesse stimulé intellectuellement. On découvre plein de mondes professionnels différents, ce qui est formateur, ce qui sans cesse nous stimule, nous alimente vers des nouveaux sujets, des nouvelles manières de traiter des sujets. C'est sûr, alors vraiment, toujours en toute transparence, hein, ça implique déjà une grande capacité d'adaptation. Ça nous oblige à chaque fois d'employer le langage approprié avec chaque interlocuteur, de jongler avec les temporalités de chacun. Ça, c'est vraiment des réalités qui fondent nos défis quotidiens et qui ne sont pas du tout toujours simples, il faut le dire, hein. On essaye de convaincre des gens qui sont issus du milieu privé, on va dire, et puis il faut les convaincre que la recherche en sciences humaines et sociales, elle peut avoir autant d'apports qu'en sciences dures, et que les méthodes qualitatives, ça a tout autant d'impact et un pouvoir tout aussi explicatif que les méthodes quantitatives. Donc vous voyez, ça parfois, je ne vous dis pas que c'est drôle, hein, mais il faut convaincre des gens pour qui c'est pas du tout leur manière de faire ni leur vision des choses. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup plu et ce qui nous plaît avec Ethan, c'est que ça nous a permis de concrétiser un certain nombre d'appétences qu'on avait fait grandir au cours de nos doctorats, en particulier pour des nouveaux sujets ou des nouveaux outils méthodologiques. Et ça, c'est super parce qu'on est quand même dans un monde académique qui nous demande de ne pas démultiplier les spécialités. Aussi, hein, moi, alors là, ça renvoie peut-être un peu plus à ma volonté personnelle, c'était celle d'expérimenter l'entrepreneuriat, hein. Moi, j'adore, j'avais toujours envie parce que tous les jours, il y a des nouveaux défis. Ça permet aussi d'avoir des victoires concrètes à court terme. Vous voyez, dans la thèse, même qu'on veut être sur du court terme, par exemple avec un article scientifique, c'est déjà plusieurs mois, voire plus.
Bah là, on arrive à se donner un petit jeton dans le capital confiance personnelle tous les jours avec des toutes petites victoires avec Ethan et ça fait vraiment du bien. Et c'est aussi, pour parler très concrètement financier, bah, dans la manière dont on a pensé notre modèle économique, bah, on a aussi intégré certes la valeur économique, mais on a mis la valeur sociale et la valeur environnementale. Et ça, la thèse nous a beaucoup aidé à travailler là-dessus, à se dire, bah, en fait, quelles sont toutes les autres richesses que je crée qui n'ont pas forcément une valeur monétaire, mais qui contribuent à une dynamique d'ensemble qui est vertueuse et positive et qui va de l'avant. En toute sincérité, à l'heure actuelle, au bout d'un an, on ne vit pas décemment de notre activité, mais on est convaincu qu'on y parviendra à court terme. Tu as subi un système, tu essayes de t'en émanciper, tu te rends compte qu'il te tient toujours parce qu'il te met dans cette précarité. Mais en fait, ce que tu comprends, c'est que de toute façon, tes marges de manœuvre, elles sont hyper limitées parce que tu restes dans un système étatique qui fait qu'on ne donne pas d'importance à la recherche et encore moins la recherche en SHS. Donc, je pense que c'est important que tu y restes ou que tu en sortes, tu galères. Et puis, finalement, nos expériences dans le monde de la recherche et la précarité qu'elle impose à de nombreux doctorants, en particulier dans les sciences humaines et sociales, et ben, finalement, elles nous ont rendues résilientes et plus que déterminées à affronter cette précarité et à montrer qu'il y a d'autres façons de faire de la recherche avec les autres acteurs de la société et en misant, comme d'habitude, comme je vous le disais, sur les jeunes docteurs. Et c'est important de le dire, aujourd'hui, on est au quotidien avec les chercheurs. C'est-à-dire, et dans nos projets, on est toujours en lien avec la recherche. Parce que moi, je suis persuadée que dans ce milieu académique, il y a des vraies ressources. Il y a des gens brillants et il y a des gens qui ont une vraie intelligence, qu'elle soit émotionnelle ou même intellectuelle sur leur sujet. Et il est hors de question de faire sans eux, mais de faire avec eux, mais de manière différente. On a vraiment envie d'être positive et de vous encourager à aller vers ce que vous croyez être bon pour vous et juste. Et pour terminer, en quelques mots, Ethan, peut-être d'abord, quel conseil tu donnerais à des doctorants, des doctorantes ou des docteurs d'ailleurs qui nous écoutent aussi, qui ne savent pas quoi faire après leur thèse, qui sont peut-être un peu perdus ou qui ne sont pas attirés par les carrières académiques? En fait, il ne faut pas hésiter à davantage se mettre en avant. Moi, j'encourage les gens parce que voilà, on est un petit peu brimé dans cette expérience scientifique. On est tout le temps remis en question et c'est normal. C'est également l'exercice scientifique qui le demande, de tout le temps se remettre en question. Ça, c'est tout à fait logique. Mais il ne faut pas après, en tant qu'individu, on se sente sous-estimé ou je ne sais pas quoi. Non, n'ayez pas peur de vous mettre en avant. Vous avez fait une thèse, c'est quand même génial. Il y en a peu de personnes qui le font, qui arrivent au bout. C'est vrai que la thèse, le problème, c'est un temps long, un petit peu désertique parfois. On n'en voit pas le bout. On a du mal à avoir les petites victoires quotidiennes. Non, en fait, il faut vraiment se gorger du positif, du positif et aller de l'avant. Surtout, ne pas se sous-estimer comparé aux autres. Moi, je dirais, j'encourage tout le monde à faire ça. Anaïs, est-ce que tu as un ou deux conseils à rajouter? Oui, mais comme je l'ai dit, moi, j'invite les doctorants à se faire plaisir, en fait, au cours de leur thèse, vraiment d'insister, d'aller en profondeur sur ce qui vraiment leur génère une appétence toute particulière. En fait, on prend encore plus conscience qu'on a fini la thèse de l'occasion unique que c'était. C'est vraiment un moment privilégié dans une vie et qui ne se reproduira pas. Faites-en aussi un temps pour toujours plus vous rencontrer avec vous-même, de toujours plus dialoguer avec vous-même, de vous regarder en face. C'est aussi pour être d'être capable d'avoir un vrai regard sur ses vraies richesses, mais aussi sur ses difficultés. Et c'est quand on a une maîtrise de ses difficultés aussi qu'on en devient meilleur dans ses actions à venir, pour ainsi se forger son capital confiance et son capital personnel pour la suite. Aussi pour ceux qui prennent cette décision courageuse d'arrêter la thèse, arrêter avec cette idée et ce terme d'abandon ou d'échec, ça l'est pas. Pas aller au bout d'une thèse, pas réussir son entreprise, c'est lié à de l'échec. Ça, c'est typiquement français. Vous allez dans les pays anglo-saxons, quand on vous dit vous avez créé une entreprise, c'est la combientième? Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la première, vous allez essayer, puis ça va peut-être pas réussir. La deuxième, vous allez rater le deuxième virage, et c'est pas grave. En fait, à chaque fois, ce que vous avez fait, vous avez quand même été gagnant. Vous avez accumulé de l'expérience, et sur la troisième tentative, ça marchera peut-être. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que quand on finit une thèse, il y a une vraie récompense derrière qui se distille en vous au fur et à mesure que les mois passent. Vraiment, c'est comme un petit carré de chocolat à la fin d'un repas. Quand vous serez de l'autre côté, vous serez enfin diplômé, vous rendrez compte à quel point ma directrice disait toujours ça, tu vas avoir l'impression d'avoir passé une marche. Et c'est vrai. Et ça, c'est vraiment la plus belle des reconnaissances. Et cette reconnaissance, c'est entre vous et votre thèse, et c'est tout.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut vous remettre au cœur de votre projet et pas vous laisser parasiter par toutes ces influences néfastes qui ne sont pas de votre ressort, qui sont en aucun cas de votre faute, qui peuvent venir parasiter tout ça. C'est super de savoir qu'il y a des super chercheurs qui se lancent dans le milieu académique et qui l'alimentent, mais il n'y a pas que ça. Et puis évidemment, n'hésitez pas à aller consulter notre page internet, naro.com. Vous pouvez nous trouver sur LinkedIn. Et puis évidemment, si vous voulez continuer la discussion avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra. Merci à Anaïs et Ethan de s'être livrés au micro de Thésard. Vous retrouverez le site de Naro dans la description de cet épisode, ainsi que le récent entretien d'Ethan avec l'association Bernard Grégory, qui revient sur son parcours. Merci à vous d'avoir écouté Thésard jusqu'ici. Merci à Tilif. Le générique est réalisé à partir de son morceau Shape 5. Vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques et vos questions sur Instagram et Twitter @thésard-es ou par email thésard.es@gmail.com. Et n'oubliez pas la nouvelle rubrique de témoignages écrits disponible sur notre site internet à laquelle vous pouvez toutes et tous contribuer. Si vous souhaitez nous soutenir autrement qu'en écoutant et partageant nos épisodes, nous avons aussi ouvert une cagnotte Tipeee dont le lien est disponible sur notre site et nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi commenter et mettre des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent toutes les 3 semaines le jeudi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.